Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 165e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous présente les stratégies magiques, donc les rendements que je teste là, depuis 4 ans maintenant. Et je rappelle que ces stratégies-là me prennent à peu près là, pour en tester 3, 4, 5, 6 différentes. Là. Ça me prend à peu près 2 heures là, dans l'année pour tester tout ça. C'est quand même simple, puis c'est surtout amusant de pouvoir comparer ça à mes rendements. Donc, à la fin, vous allez voir, je vais comparer le meilleur résultat de chaque stratégie à mes rendements depuis 3 ans, puis on va voir combien d'argent j'aurais pu avoir de plus dans mes poches ou combien d'argent j'aurais pu perdre de plus si j'avais mis en place ces stratégies-là. Donc, la première stratégie que j'expérimente, je l'appelle la stratégie O'Shaughnessy. Vous pouvez voir l'épisode 24. Donc, cette stratégie-là a fait entre 1954 et 1996 18,22% de rendement annualisé, donc à peu près 10% de plus que le SP500 dans ces années-là. Et de 64 à 2009, c'est à peu près 17-19% aussi selon différents sites. Et il paraît depuis 2009 là, que c'est moins efficace. Donc, le livre que j'avais lu, c'était un livre de 1999. Donc, j'ai décidé de quand même tester cette stratégie-là pour voir qu'est-ce que ça donnait depuis 4 ans. En gros, c'est quoi la stratégie d'O'Shaughnessy? Je le rappelle à chaque fois. Tu dois seulement indiquer différents indicateurs. Donc, dans ton screener, donc pour trouver des titres, ce que tu dois mettre, c'est un market cap, donc une capitalisation boursière de plus de 250 millions. La compagnie doit avoir 50 millions de ventes annuelles ou plus. Il doit y avoir un ratio cours-vente annuel plus petit que 1,5 et tu vas demander de voir les chiffres pour le rendement du titre dans les 3, 6 et 12 derniers mois. Donc, tu n'as pas de chiffre à rentrer de rendement minimum. Là. Tu peux mettre en haut de 0% si tu veux, là, mais tu dois avoir ces chiffres-là pour pouvoir ensuite les classer. Donc, je rappelle que cette stratégie-là est supposée être simple et universelle. Là. Donc, que vous ou moi, on la met en place, on devrait arriver au même résultat et c'est ce qui est intéressant dans celle-ci. Une fois que tu as cliqué sur le bouton Screen ou Classer, peu importe, ben tu vas prendre les 50 titres qui ont le meilleur rendement de leur cours, donc leur titre, le prix de l'action est le plus augmenté au cours des 12 derniers mois. Donc, tu classes cette colonne-là en ordre décroissant et tu choisis les 50 premiers. Tu dois vérifier ensuite si dans ces 50-là, il y en a qui ont des rendements négatifs. Donc, ce que tu veux, c'est des bénéfices positifs dans les 5 dernières années. Et c'est un bonus là, s'il y a un dividende élevé, donc dans les positions 47, 48, 49, 50, là, si tu en as qui ont des dividendes élevés qui sont 51, 52, ben tu peux quand même bouger un petit peu là, ces choix-là. Donc c'est systématique, c'est simple, et je teste de mon côté là, les titres entre 25 et 50 avec 6 mois, 12 mois pour vendre. Donc idéalement, on vend à peu près après 12 mois, mais je teste différentes options, puis je vous présente tout ça. Donc en 2022, cette stratégie-là avait été très gagnante. En 2023, très perdante. En 2024, très gagnante. Et voici les résultats de 2025. Donc, selon les sélections que j'ai faites entre le 3 décembre 2024 et le 3 décembre 2025, dans cette période-là, VFV, qui suit le SP500, a fait 13% et XEQT, qui est mon indice de référence, a fait 18% pendant cette année-là. Donc, si je prends les 50 meilleurs, donc la stratégie de base, et que je les vends après 12 mois, donc après un an, ça le fait 20%. Les 35 meilleurs, avec le rendement 12 mois, vendus après un an, ça donnait 18%. Et si je prenais les 25 avec le meilleur rendement les 12 derniers mois, si je le vendais ces 25 titres-là un an après, donc le 3 décembre 2025, ça donnait 23% de rendement. C'est la 4e année de suite aussi que si je prenais juste les 25 avec la plus grosse capitalisation boursière, ben, il performait plus que les 25 dans la liste de 50 avec les plus petites capitalisations boursières. Donc, si j'avais juste pris les 25 plus grosses capitalisations dans les 4 dernières années, dans les 3 dernières années, ça aurait été un rendement moyen de 46% par rapport à 15% si j'avais pris les 25 avec la plus petite capitalisation. Donc, est-ce que c'est une variable? Pardonnez-moi, j'ai coupé un peu le micro pour tousser. Donc, on dirait que la voix n'est pas facile ce matin. J'arrête pas de râler de la voix. Donc, bref, est-ce que la capitalisation boursière serait une variable intéressante à considérer
pour choisir les titres. Donc, 4 ans, c'est pas assez pour avoir des résultats probants, mais on va quand même voir dans 6-7 ans là, si c'est le cas encore. Donc, le constat plutôt pour la stratégie d'O'Shaughnessy que j'ai présenté à l'épisode 24, c'est sur 3 ans, mais la meilleure des trois stratégies de base, là, qui est soit en prendre 25, 35 ou 50 et vendre après un an, mais la meilleure, c'est de choisir les 25 meilleurs plutôt que d'en prendre 50. Donc, ça donne 32% sur 3 ans si j'avais pris les 25 meilleurs et que j'avais vendu après un an par rapport à 22% pour VFV et 18% pour exécuter dans les 3 dernières années. Donc, ça aurait été une stratégie qui aurait battu mes indices de référence depuis 3 ans. La pire dans toutes les stratégies de base donne quand même 28%. Donc, c'est quand même au-delà de ce que les indices ont fait. Donc, cette stratégie-là est gagnante sur 3 ans à date. L'an prochain, je vais vous présenter sur 5 ans, mais pour l'instant, je suis juste à 4 ans, donc je prends les 3 dernières années. La deuxième stratégie que j'expérimente, c'est le momentum investing, qui a été aussi présenté à l'épisode 24 ou peut-être 25, là. Je pense que je me trompe, mais c'est dans ces eaux-là. De 1964 à 2009, le rendement moyen de cette stratégie a été de 15,3%, ce qui est quand même intéressant. Et la stratégie ressemble à l'autre, là, c'est des indicateurs très clairs à mettre dans son screener, mais il y en a un petit peu plus. Donc, le premier, c'est qu'on veut une capitalisation boursière market cap au-dessus d'1 milliard. Il faut que le chiffre d'affaires, donc, soit au-dessus de 50 millions depuis la dernière année. Que le ROE, le Return on Equity, soit positif. Donc, moi, je mets supérieur à 0,1%. Il faut que le prix de l'action soit égal ou supérieur à celui d'il y a 3 mois. Donc, on veut que le rendement 3 mois, finalement, soit positif. Et même chose, on veut que le rendement 1 mois du prix soit positif aussi. Et on veut que le titre soit négocié dans les 500 titres les plus ou qu'il y a le plus de volume sur le marché. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je regarde c'est quoi le volume que ça nécessite pour avoir les 500 entreprises canadiennes. Encore un petit montage ici parce que je perds encore la voix. Bref, je t'ai rendu à dire que oui, je mettais les chiffres pour voir c'était quoi les 500 entreprises les plus négociées au Canada et États-Unis et je gardais ce volume-là en tête. Je le rentre dans le screener. Ça me permet ensuite de rentrer les autres variables pour voir quels sont les titres qui respectent, exemple, le ROE, le chiffre d'affaires, etc. Ensuite, tu as le choix d'acheter soit 3, 5, 7 ou 10 actions qui sont les plus hautes dans la liste lorsque tu les classes pour le rendement des 12 derniers mois. Donc, si, exemple, 500 titres qui ressortent, tu rentres les autres données, il t'en reste 122, on va dire, mais tu vas classer ces 122-là dans l'ordre où il y a eu le plus gros rendement des 12 derniers mois de son titre, et tu prends soit les 3, 5, 7 ou 10. Bien sûr, si tu en prends 3, c'est un peu plus risqué. 10, c'est un peu moins risqué selon l'auteur. Idéalement, tu vas investir entre le 1er novembre et le 15 janvier. Donc, moi, je le fais le 3 décembre. Tu conserves tes actions 365 jours et tu vends tout ça par la suite pour sélectionner d'autres titres avec la même stratégie. Donc, 2022, cette stratégie avait été très gagnante, 2023 très perdante et 2024 très gagnante. Et cette année, si j'avais sélectionné le top 15, donc j'ai testé avec 15 juste pour le plaisir, ça donne 39%. Top 10, 52%. Si j'avais pris le top 7, 77% cette année. Le top 5, 71% de rendement. Et le top 3, 34%. Si je sélectionnais les 5 avec la plus grosse capitalisation boursière, c'était 116% cette année. Alors que l'an passé, c'était l'inverse. C'était les 5 plus petites capitalisations qui avaient fait le meilleur rendement, qui sont 104%. Donc, ce n'est pas nécessairement un indicateur pertinent pour l'instant, même si cette année, j'aurais fait 116%. Donc, toutes les variantes là, de cette stratégie-là, cette année, ont mieux fait que VFV à 13% et XEQT à 18%. Sur 3 ans, la meilleure des stratégies de base, là, c'est de choisir le top 7 jusqu'à maintenant et de vendre après un an. Cette stratégie-là de choisir le top 7 aurait donné 45% de rendement à chaque année, mais en fait, en moyenne, depuis 3 ans. La pire parmi ces stratégies-là, entre 3 et 15 titres, là, c'est 30%. Donc, toutes les stratégies sont vraiment gagnantes à date sur 3 ans par rapport à mes indices de référence. Donc, paniquez pas là, pour tout transférer vos actifs dans le momentum investing. C'est juste 4 ans de données, puis ça calcule pas l'impact fiscal non plus si tu investis dans du non enregistré. De vendre et de racheter comme ça à chaque année. Donc, on se reparle de tout ça là, dans 6 ans, quand ça va faire 10 ans que j'expérimente ces stratégies-là. Donc, à date, ça va bien. Les 2 premières sont gagnantes. La troisième que j'ai expérimentée, c'est les Dogs of the Dow. Donc, il n'y a aucun épisode là-dessus, là, mais c'est une stratégie assez connue là, qui va en fait se baser sur l'indice Dow Jones là, qui suit les 30, en fait, qui suit 30 compagnies là, des blue chips là, américaines.
Donc, c'est un indice, c'est une stratégie qui est nommée après son créateur, le Charles Dow, là, qui a créé le Dow Jones. Donc, c'est le Dogs of the Dow. Donc, il y a plusieurs variantes. En résumé, la stratégie de base, là, la stratégie originale des Dogs of the Dow, c'est de choisir les 10 compagnies dans les 30 de l'indice Dow Jones qui ont le plus haut dividende. Donc, tu as 30 entreprises à chaque année dans cet indice-là. Tu prends les 10 qui ont le plus gros dividende, c'est tout. Il y a le Dogs 5, le Dogs 5, là. C'est parmi ces 10-là, ben, tu vas prendre les 5 moins chers par rapport à leur prix. Ensuite, le Dogs 4, c'est juste prendre les 4 plus chers du Dogs 5. Donc là, le premier, c'est les 10 avec le plus gros dividende. Le Dogs 5, c'est de prendre les 5 moins chers. Et le Dogs 4, ben, tu prends les 4 plus chers des 5 moins chers. Donc finalement, tu as pas mal les positions 6 à 9 des moins chers dans les 10 que tu as pris avec le plus gros dividende. Un peu mêlant, mais j'espère que vous comprenez. Et le Foolish 4, ben c'est le Dogs 4, c'est les 4 plus chers des 5 moins chers, de ceux que tu as gardés au début, mais tu accordes 40% au titre le moins cher et 20% aux 3 autres. Donc bref, c'est différent. Si ça en a, c'est pas clair, je peux vous envoyer la description, mais écrivez Dogs of the Dow, le Dogs 5, le Dogs 4 et le Foolish 4. Vous allez toutes trouver les variantes là, de ces stratégies-là. Donc en 2022, ça avait été légèrement gagnant. En 2023, perdant. En 2024, très perdant. Et en 2025, là, faut comparer avec des chiffres différents parce que c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est pas du 3 décembre au 3 décembre là, de l'année suivante. C'est vraiment une année complète, normale, là. Donc, VFV a fait 13% et XEQT 21% à peu près. Là. J'ai pas les données exactes au moment d'enregistrer. Mais le Dogs 10, donc la stratégie originale, a fait 18%. Donc, entre VFV et XEQT en 2025. Le Dogs 5, avec les 5 moins chers, a fait 22%, donc un petit peu au-delà de XEQT. Le Dogs 4 a fait 26% et le Foolish 4, 27%. Donc, cette année, ils ont tous soit fait équivalent ou un peu mieux que les indices de référence. Et sur 3 ans, la meilleure des trois stratégies, là, des 4 en fait, du Dogs of the Dow, c'est le Foolish 4. Donc, prendre les 4 plus chers des 5 moins chers, des 10 avec les plus gros dividendes. Donc, ça l'a donné 11% pour cette stratégie-là, qui est quand même la meilleure en 3 ans, par rapport à 22% pour VFV et 19% pour XEQT, alors que la pire des stratégies du Dow, c'était 9%. Donc, sur 3 ans, là, on est en 9 et 11% de rendement par rapport à 19 à 22% avec les indices. Donc, on est vraiment perdant sur 3 ans à date avec cette stratégie-là. Avant-dernière stratégie, la quatrième que j'expérimente, c'est le Shareholder Yield. Donc, je le présente à l'épisode 40. Donc, ça, c'est quoi le Shareholder Yield, que je prononce toujours moyennement? C'est d'additionner le rendement du dividende avec le pourcentage des actions rachetées par une compagnie au cours de la dernière année. Donc, exemple, si la compagnie verse un dividende de 3%, puis que la valeur des actions rachetées donne un 5% de rendement, mais ça va donner 8% de Shareholder Yield. Donc, ça permet de reconnaître les vraies bonnes valeurs, puis surtout, les compagnies qui n'hésitent pas à redistribuer une bonne partie de leurs profits aux actionnaires. Selon André Gosselin, de 84 à 2004, les 10 titres du SP500 avec les plus gros shareholder yield qui a été renouvelé une fois par année, ben c'est un rendement d'à peu près 23% par rapport à 12% du SP500. Donc, vous comprendrez que j'avais des doutes. J'ai décidé d'expérimenter moi-même. Et en 2023, donc j'ai commencé une année plus tard avec cette stratégie-là parce que je l'ai découverte plus tard. Donc, 2023, c'est une stratégie qui a été très perdante. En 2024, elle était gagnante. Et cette année, en 2025, bien, l'an passé plutôt, elle a fait 28%. Donc, par rapport à 13% pour VFV et 21% pour XEQT. Sur 3 ans, on est en moyenne à 24% pour la stratégie de Shareholder Yield. Donc, on bat quand même nos indices VFV à 22% et XEQT à 19%. Donc, c'est un peu gagnant à date sur 3 ans. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter
dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. J'ai récemment découvert un cabinet d'assurance différent. C'est des courtiers qui essaient d'acheter une assurance pour toi, pas de t'en vendre une. Si ton assurance auto, habitation ou entreprise renouvelle bientôt, fais comme je vais faire en juin prochain et appelle Gallard Assurance au 450-753-8008, va au gallard.ca ou clique sur le lien dans la description de l'épisode. Tu vas voir, tu vas me remercier. Donc, ça fait quand même 3 stratégies sur 4 qui sont gagnantes avec 2 heures par année là, pour battre les indices. Donc, à date, c'est quand même intéressant. Et la dernière, c'est la Magic Formula, donc la formule magique que je présente à l'épisode 41. Donc, l'objectif, c'est d'acheter des compagnies avec un ROIC, donc un Return on Invested Capital, qui est élevé, donc une rentabilité élevée, et un PE ratio, donc un ratio court-bénéfice qui est bas. Donc, l'objectif, c'est d'acheter de bonnes compagnies rentables qui sont sous-évaluées. Donc, la formule magique, c'est la suivante. On va classer les compagnies selon leur score combiné à ces deux données-là. Donc, si tu as une rentabilité élevée, ça te donne un gros score. Si tu as un PI faible, ça te donne un gros score. Puis l'équipe, l'entreprise ou l'action qui a le plus gros score, va remporter, tu vas les placer en ordre décroissant plutôt, parce qu'ils ont un gros score. Donc, tu gardes tout ça 1 an, tu vends, c'est assez simple. Et lui propose un site, là, faut que tu t'inscrives, c'est gratuit, là, mais il classe de 20 à 50 compagnies, je crois, automatiquement comme ça. Donc, l'objectif, c'est d'acheter le nombre de compagnies que tu veux. Je pense que moi, j'en prends 30, oui. Donc, j'en prends 30 et je les vends 1 an après. Donc, sur 17 ans, de 88 à 2004, c'est un rendement de 13,8 %. Donc, c'est à peu près 1,5 % au-delà du SP500. En 2023, cette stratégie-là avait été très perdante aussi en 2024. Et cette année, c'est 12 % de rendement par rapport à 13 % pour VFV et 21 % pour XEQT. Donc, cette stratégie-là est vraiment perdante depuis 3 ans. C'est 1 % de rendement en moyenne annuellement depuis 3 ans par rapport à 19 % pour XEQT. Là, on est loin de l'indice et ça peut coûter très cher ce genre de stratégie-là, on va dire. Donc, mon chum de gars m'a laissé le parrain de ma plus jeune. Il est venu ici à la fête de ma plus jeune en décembre, puis il me disait que c'était pas clair pour lui. Là, tu sais, j'ai présenté ces rendements-là parce que je capotais sur le 116 % puis le 77 %. Puis il disait, c'est pas clair, moi, quand tu parles en rendement annualisé. Il voulait savoir comment j'aurais de plus dans mes poches si j'avais fait cette stratégie-là. Donc, j'ai pris le pire, en fait, le meilleur de chacun des scénarios pour chacune des stratégies, puis je les comparais à mon rendement total. Donc, ce que vous allez avoir à la fin, c'est le rendement total et non le rendement annualisé. Et je vais aussi vous dire la différence en termes d'argent, là, ce que j'aurais pu avoir si j'avais investi de cette façon-là. Donc, je suis parti du même montant que j'avais il y a 3 ans et j'ai estimé des cotisations là, selon les rendements que j'ai eus puis les cotisations que j'ai faites. C'est à peu près là, comme j'avais cotisé 1927 par mois dans les différentes stratégies à partir du même montant. Donc, le scénario qui s'appelle moi, là, c'est mes rendements que j'ai eus dans les 3 dernières années. Donc, 25 20 et 18 Et j'ai un montant, au moment de faire mon bilan, là, dans le dernier épisode, j'avais à peu près là, 393 500 $. Donc, c'est un rendement total en 3 ans de 77 ce qui équivaut à peu près 21 annualisé. Pour la première stratégie que j'ai présentée aujourd'hui, O'Shaughnessy, donc j'ai pris la meilleure qui ressortait, qui était le top 15 qu'il aurait fallu sélectionner sur 12 mois. Donc, cette stratégie-là a fait 11, 63 et 23 % dans les 3 dernières années, ce qui m'aurait amené à un montant d'à peu près 490 500. Donc, j'aurais eu à peu près, là, sur 3 ans seulement, là, j'aurais eu à peu près 97 000 $ de plus dans mes poches avec cette stratégie-là. Donc, ça, c'est à peu près 123 % de rendement total en 3 ans et 32 % annualisé. Si j'avais fait le momentum investing, donc la meilleure dans le momentum investing, c'était le top 7. Donc, si j'avais pris 7 compagnies et je les avais vendues après 1 an, j'aurais fait moins 5 62 et 77 % dans les 3 dernières années et j'arriverais à peu près à 612 000 $. Donc, si j'avais mis en place le momentum investing depuis que j'ai commencé à l'expérimenter, j'aurais à peu près 219 000 $ de plus dans mes poches en 3 ans seulement. Quand même assez fou, là. C'est presque 70 000 $ de plus dans mes poches nettes chaque année. Pas net, là, parce qu'il y aurait peut-être eu des impôts, mais bref, quand même 70 000 $ de plus que ce que j'ai eu dans les 3 dernières années. Donc, ça fait mal au cœur. Donc, ça équivaut à un rendement total de 172 % et 45 % annualisé. Si j'avais fait les Dogs of the Dow, donc c'était 0, 6 et 27 % les 3 dernières années, j'aurais terminé avec 76 000 $ de moins dans mes poches avec cette stratégie-là. Ça équivaut à un rendement total de à peu près 35 %
et 11% annualisé. Pour le shareholder yield, si je l'avais mis en place, c'était des rendements de 1, 42 et 28%. J'aurais fini avec 23 000 $ de plus dans les poches pour un rendement total de 84% environ et 24% annualisé. Et enfin, la formule magique qui a fait moins 10, 2 et 12%, j'aurais terminé avec 142 000 $ de moins dans mes poches. Donc, je me console quand même là, quand je compare le meilleur et le pire. Donc, pour la formule magique, là, ça aurait été à peu près 3% de rendement pour 1% annualisé. Donc, c'est peut-être un petit peu plus parlant parce que le rendement annualisé ne dit pas, ça dépend à quel moment, exemple, le moins 10 a eu lieu ou le plus 12. Donc, peut-être que ça, c'est plus réaliste pour voir comment j'aurais eu dans les poches. Donc, en 3 ans, j'aurais pu faire 219 000 $ de plus avec le meilleur scénario pour le momentum investing, mais j'aurais pu aussi faire moins 142 000 $ si j'avais utilisé la formule magique comparativement à mon rendement réel. Donc, j'ai bien hâte de voir après 5 ans. Donc, ça va être l'an prochain. Je vais pouvoir faire ça avec 5 ans de données. Mais jusqu'à maintenant, je trouve ça quand même fascinant là, de voir qu'avec des stratégies aussi simples, on peut battre le marché, mais assurément, je ne transfère pas je vends pas ma maison pour tout mettre mon argent dans ces stratégies-là. Là. C'est vraiment pour le plaisir que je les teste, mais on se rend compte qu'il y a quand même des variables derrière ça qui font en sorte que le momentum investing semble intéressant dans les dernières années, mais on était dans un marché plutôt positif. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse un petit peu mon côté geek là, de tester ces stratégies-là. Donc, en ce moment, quand même intéressant. Il y a des trucs positifs, mais bien sûr, on va attendre plus de données pour se positionner. Jeudi prochain, dans le prochain épisode, je fais la synthèse du livre Killing Sacred Cows, donc Tuer les vaches sacrées, qui a été écrit en 2007 par Garrett Gunderson. Ce jeudi, c'est la rediffusion de l'épisode 52 de Andrew Allam qui s'appelle Balance. Et je vous présente 4 autres titres aussi sur ma liste de titres potentiels pour l'an prochain, mais en fait, plutôt pour mars-avril prochain, avec un code de couleur. Et là-dedans, il y a notamment Apple. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.